plaisir de te recevoir. Eh bien, on t'avait déjà accueilli ici, c'était quelques jours après ton prix Cognac. Si je dis pas de Ouais. bêtises, pour J'aurais aimé te tuer, c'est le titre du livre. Hein. Oui, exactement. Oui, oui, Je, celui je qui a le veux, plus cognac. Ouais. je veux pas faire peur aux gens en croyant que je veux te faire du mal, mais c'est le titre. Puis tu as fait un crochet par Iris Noir Bruxelles avec le Grand Prix Ouais. pour quand tu ouvriras les yeux. Et puis te voilà de retour pour fêter la sortie de Comment te croire, dont vous voyez la couverture, c'est chez HarperCollins. Euh, j'ai une première question, c'est toujours la même, mais elle est importante pour moi, j'y tiens beaucoup. Comment tu te sens avec la Eh ben sortie de ce écoute, livre? là je me sens fatiguée. Non, ravie mais fatiguée. Parce qu'en fait, le livre est sorti il y a maintenant tout juste un mois, euh, à 24 heures près. Et j'ai fait, et j'adore ça. Donc on en parlait justement en commençant ce live. Un petit marathon, moi aussi, pour faire vivre mon roman. Parce qu'on sait tous en tant qu'auteur que les premières semaines sont quand même très décisives dans la vie du roman. Donc là, je me suis fait un beau marathon pendant un mois et j'adore ça. Donc ce sera à refaire, je referai exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'après, il faut tenir. Et voilà, je suis un peu fatiguée, mais ravie d'avoir vécu tous ces moments et de terminer avec toi aujourd'hui. Donc voilà, et puis surtout, écoute, pas mal d'appréhension quand le livre est sorti, parce qu'il change un petit peu de ce que j'écris d'habitude. On en parlera peut-être plus en profondeur après, mais c'est un livre quand même très personnel pour moi, euh, qui est un mélange de thriller, roman noir, policier, mais en même temps très personnel. Et je ne savais pas du tout comment il allait être accueilli par mes lecteurs, par les lecteurs. Et écoute, les retours sont plutôt bons et ils ont compris en fait, en tout cas les retours de lecteurs que j'ai pour le moment, ont compris le message que je voulais faire passer. Ils sont pas passés à côté. Donc ça me fait très plaisir. Donc je me suis dit que j'ai réussi ça. Et c'était pas évident au départ. Donc plutôt soulagée et heureuse de savoir que le livre est pris comme il faut le prendre. Voilà. Donc pour le moment, écoute, tout est en bonne voie. Voilà, tout s'ouvre. Que du bonheur pour le moment. Donc je garde ça pour me permettre d'écrire la suite parce qu'il y a un autre roman à écrire et à finir là Ça ne bientôt. s'arrête jamais. Hein. Ça s'arrête jamais. Donc c'est vrai que ce qui est agréable dans ces tournées, c'est que tu prends beaucoup d'amour, tu prends beaucoup justement de toute cette force que les lecteurs te donnent quand tu as des moments de doute pour repartir regonfler à bloc pour te lancer dans l'écriture du prochain. Donc j'en suis là, fatiguée mais heureuse de toute cette énergie que j'ai reçue pendant un mois. Et en quelques mots, c'est quoi un marathon pour Petroni Rostagna? Tu fais quoi? C'est des salons, des interviews avec des journalistes, avec des blogueurs. C'est quoi le marathon pour toi? Écoute, ça aurait pu être encore un peu plus dense, mais c'était déjà pas mal. Ça a été pas mal de. Alors, il n'y avait pas eu trop de salons. Je crois que j'ai fait deux gros salons. Donc, mais c'est quand même des week-ends où, bah voilà, tu sais très bien que tu es tu es avec les lecteurs de 10 heures du matin jusqu'à 22 heures. Euh, et après, bah, ça a été pas mal de librairies, pas mal aussi de rencontres en médiathèque. Voilà, donc c'est vrai que bah, tous les jours, tu vois, je prenais le train, je passais de Paris au Mans. Au Mans, bah, je suis allée en Belgique, je suis allée à Nantes, je suis allée à Lyon. Et en fait, c'est vrai que là, dernièrement, j'ai fait, par exemple, tu vois, je faisais une journée complète en dédicace, par exemple, au sein d'un Cultura qui est en partenariat avec les Louvres. Mhm. Et je terminais à 18 h, je prenais ma voiture, j'avais 1 heure de route, et hop, j'arrivais en médiathèque. Et hop, tu enchaînes sur une présentation de 2 heures avec des lecteurs. Voilà, donc tu es toujours en train de travailler, mais en même temps, je trouve ça passionnant. J'ai été très heureuse de pouvoir le vivre. Donc voilà, donc je ne dis pas du tout en termes plaintifs, bien au contraire. Et j'espère pouvoir le revivre maintenant pour mes autres romans et revenir très souvent. Donc non, un vrai bonheur. Et bonjour, je vais essayer de ne pas vous dire bonsoir, hein, c'est promis. Ce sera le truc pendant toute la journée. Salut Régis, bienvenue. Si vous avez des questions pour Petroni, n'hésitez pas, moi j'en ai plein, mais évidemment j'intercale les vôtres, vous n'hésitez pas. Il y en a une première qu'on m'a glissée à l'oreillette, je l'avais prévue pour plus tard, mais comme je te dis, je intercale celle des gens parce que c'est ça le D'accord. plus important. On voit un beau bandeau rouge prix cognac, j'en parlais juste avant, le Grand Prix de l'Iris Noir. C'est compliqué de sortir un livre qui suit des prix comme cela. Alors,
Oui, ah, pardon, j'ai un peu un rhume qui se Tu peux termine un peu meubler en... pendant que tu bois un coup, si tu veux. Voilà. Je sais. Non, non, pas de souci. Non, non, alors, en fait, pour être tout à fait honnête, quand j'ai reçu le prix Cognac, j'ai été très, très heureuse, très émue. Moi, je suis quelqu'un d'émotif, donc évidemment, j'ai pleuré. Et je me suis dit, et c'est vrai, dans ma tête, je me suis dit, heureusement, le prochain roman est écrit. Donc en fait, j'avais pas la pression, parce que quand tu ouvriras les yeux, était déjà dans les mains de mon éditrice. Donc je me suis dit, de toute manière, c'est fait. T'as déjà écrit, et tu l'as écrit sans pression. Justement, t'as pas eu la pression du prix quand tu l'as écrit. Donc ça va être la suite de toi. Mais c'est vrai que franchement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, heureusement, il est déjà écrit. Par contre, il a fallu écrire Comment te croire. Et là, quand j'ai commencé à écrire Comment te croire, je venais au fond, parce qu'il y a toujours un décalage, tu sais, d'un an entre le moment où le roman sort et moi où j'écris mon roman. Donc quand j'ai eu mon prix Cognac, par contre, j'avais commencé l'écriture de Comment te croire. Et là, ça a été plus compliqué. En effet, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce que période de ma vie où je voulais un petit peu changer de style. En fait, c'est amusant. J'ai l'impression que chaque fois que j'écris un roman, je propose quand même si ça reste du polar, ça peut rester une enquête policière. Je trouve, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et comment les lecteurs me font de retour, qu'à chaque fois, je surprends un peu par rapport à l'histoire. J'aborde des thèmes différents, j'ai une manière d'aborder l'enquête policière de manière un peu différente. Et justement, pour Comment te croire, je voulais faire ça, retrouver encore ce côté différent, surprenant. Et c'est vrai qu'après le 8e roman, c'est pas évident de se challenger à chaque fois, de trouver un angle d'approche différent de ce que tu as déjà lu, de ce que tu as déjà écrit. Et oui, Comment te croire, je me suis mis beaucoup, beaucoup plus de pression. En effet. Et je pense que c'était en effet lié au prix Cognac. Et puis, en effet, le prix Iris Noir n'a pas aidé non plus à me détendre, j'avoue. Mais il y a un moment, il faut savoir se faire confiance. Il faut savoir faire confiance aussi à ton éditrice qui m'a pas mal challengée pour ce texte. Et puis, à un moment, comme nous tous, il faut savoir lâcher prise et se dire, bah tant pis, c'est ça que je propose cette année. Et puis, bah, on verra bien comment le lecteur le prendra. À t'entendre, c'est beaucoup de l'autopression. Ça Ouais. vient pas spécialement, c'est toi qui te mets la barre assez haut en Oui, te disant oui. aïe, on m'attend, alors que personne, entre guillemets, ne te met de pression, mais tu te dis on m'attend, alors faut que je. Et d'ailleurs, tu commences, c'est pour te dire, c'était une de mes dernières questions, mais vu qu'on en parle, j'aime bien les remerciements, vous savez bien, c'est mon dada. Tu commences tes remerciements d'une manière très très simple. Été 2023, je ne trouve pas l'inspiration. Et ça commence comme ça, les remerciements. Le doute, ça fait partie du job. Oui, alors en même temps, je pense, alors je sais pas si c'est que moi ou si tous les auteurs ont ces phases-là, mais j'ai toujours plein de périodes de doute. Je doute quand je commence à écrire, parce que je me dis, est-ce que moi, le thème que j'ai envie d'aborder, qui me paraît fort, le sera vraiment? Le doute de justement te dire, comme plus t'écris, plus ton style s'améliore, plus le vocabulaire, on va dire, est plus riche, plus tu connais tes erreurs, et voilà, et plus le texte est, je trouve, de plus en plus fort. Donc moi, je me mets une pression pour me dire, bah, pour le 9e roman, il va falloir que le texte soit encore au-dessus de Comment te croire. Tu vois, dès que j'écris, voilà, il faut toujours qu'il soit au-dessus. C'est pas facile, parce que Bonne merde. le chef-d'œuvre, voilà, le chef-d'œuvre n'existe pas. Donc j'ai toujours cette période de doute. Après, moi je sais que j'ai une correctrice qui m'a dit, c'est marrant parce que dans ma vie j'ai souvent entendu des petites phrases qui sont sorties de nulle part dans une conversation qui peut paraître très anodine, mais que je retiens à vie. Et il y a une de mes correctrices qui m'avait dit ça, parce qu'à chaque fois que je lui donnais mon texte, je disais, bon tu verras, c'est pas top, il y a du boulot. Voilà, je lui donnais toujours en mode, bon tu verras, il peut mieux faire. Et elle me disait, le jour où tu viens me voir en disant, écoute là, j'ai une pépite, ça va cartonner, les gens vont adorer. Elle m'a dit, souvent c'est là où l'auteur se plante, quand il est trop sûr de lui. Donc elle m'a dit, tant que tu doutes, tu progresseras, tu seras à l'écoute de tes lecteurs et des critiques, et plus ça marchera pour toi, parce que tu resteras humble. Le jour où tu commenceras à prendre la grosse tête, et à être persuadé que tout ce que tu écris c'est super, ce sera le début de la fin. C'est pareil pour la boîte. Je doute voilà. tout le temps. Mais bien sûr, mais bien sûr. On est mais parti tant pour mieux. des années, c'est cool.
mais je pense que c'est important de douter parce que toi-même, ça t'oblige à te remettre en question. Justement, bah, comme tu disais là, juste quand je suis arrivée, tu parlais du replay, savoir est-ce que c'est la bonne période. Heureusement que tu te poses ça parce que toi, ça te fait des challenges, donc ça te fait des défis. Et c'est toujours sympa, moi, je trouve, de relever des défis dans sa vie. Et puis, et les gens vont rester avec toi, sensibles, parce qu'ils savent que tu as cette fragilité humaine, qui vont leur faire plaisir en disant, bah, Fred, il est accessible. Voilà, c'est quelqu'un de gentil, à l'écoute. Donc, on a envie d'aller vers toi. J'essaye. Mais mes personnages ne sont pas du tout d'accord avec toi, sache-le. Mais Oui, dans la mais vraie ça, c'est vie, normal. oui, c'est normal. Et tiens non plus, on va en parler. Juste une petite question parce que Fanny nous la pose. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est le prix Cognac pour les gens qui ne connaissent pas? Ça Oui, représente alors quoi en fait, dans la vie de... On en avait parlé quand tu l'avais reçu, mais c'est vrai que ouais. tout le monde ne connaît pas ce prix Cognac qui est très important et qui en général est plutôt très très bon signe dans le parcours de quelqu'un Oui. qui écrit des histoires. C'est vrai que dans la vie d'auteur, on a beaucoup de prix littéraires, que ce soit dans le roman noir ou dans le roman blanc, et ils ont chacun plus ou moins une importance ou une reconnaissance. Le prix Cognac, j'ai envie de dire que pour moi, c'est une double facette. Il y a la reconnaissance en fait de nos pairs. Moi, je trouve que quand quelqu'un reçoit le prix Cognac, souvent, parmi les auteurs de polar, ça estampille un petit peu une reconnaissance de dire, OK, donc là, il y a une étape qui s'est franchie. C'est plus une petite autrice qui arrive. Il y a une certaine reconnaissance, on va dire, en fait, des auteurs. Moi, je le perçois comme ça. Donc déjà, moi, c'est important pour moi, au bout de 6 romans, qu'on se dise, voilà, Petroni n'est pas que la petite nouvelle autrice qui arrive avec son sourire, mais il y a une vraie reconnaissance professionnelle du texte derrière. Et ensuite, aussi, ce qui est important, c'est au niveau audiovisuel. Il faut savoir qu'en fait, le prix Cognac fait partie du festival Cognac. Donc tous les ans, vous avez le président qui s'appelle Bernard Beck, qui organise donc un salon, un grand festival pendant à peu près 3 jours. Sauf que pendant ce festival, il y a la partie livre. Donc moi, j'ai vécu. Donc on rencontre des lecteurs, on a le prix et c'est super. Mais il y a aussi toute une partie audiovisuelle avec un prix où Bernard présente le prix de la meilleure série française que vous voyez sur toutes vos chaînes, le meilleur film polar, etc. Donc on rencontre aussi énormément de producteurs, de réalisateurs et d'acteurs dans le milieu du film policier en France pendant ce festival. Ce qui nous permet, nous auteurs, de créer du lien avec eux et quand vous avez le prix Cognac, d'être lu enfin par les producteurs. Et donc ça nous ouvre des portes de l'audiovisuel. Donc en fait, ce qui est très intéressant pour nous en tant qu'auteurs, c'est que si vous êtes intéressé par le côté audiovisuel, le prix Cognac ouvre énormément de portes. Vraiment. C'est un gage de qualité pour les producteurs. Ils se disent, prix Cognac, on le lit. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, ça dépendra des années, mais en tout cas, ils le lisent. C'est déjà une bonne chose. Et je pense qu'au niveau lecteur, c'est aussi une reconnaissance de dire que c'est un bon polar. C'est un peu comme le prix 36 Quai des Orfèvres. Même si vous ne connaissez pas l'auteur, si vous voyez marqué prix 36 Quai des Orfèvres, ça vous rassure. Vous dites, bon, ça va être un bon polar policier avec une belle enquête criminelle. Ben, le prix Cognac a un peu cet effet-là aussi sur les lecteurs, en disant, ce sera un bon polar, il n'y a pas de raison que je me trompe, je tente l'expérience. Voilà. Donc c'est vrai qu'aussi en termes de vente, on va pas se mentir, ça m'a permis de faire un sacré up. Et Donc c'est c'est vrai que très bien moi, comme ça. ouais, voilà, c'est très bien comme ça. Et c'est vrai que moi, le prix Cognac, je l'ai vraiment pris comme un... Et je l'ai dit au moment du discours, quand j'étais en train de pleurer sur scène, j'ai dit, en fait, pour moi, c'est un peu un César. Un peu, voilà, comme quand vous recevez, je sais pas, le César du meilleur espoir féminin, que vous êtes actrice, quand vous débutez votre carrière, et ben pour moi, je l'ai pris un peu comme ça, le prix Cognac. Comme le prix d'espoir d'une auteure qui peut monter, à laquelle on y croit. C'est aussi une question de Nelly, et je l'avais aussi. Nous écrire des histoires, c'est ton métier. Tu as toujours cru que c'était possible, parce que quand on pense aux auteurs qui en vivent et qui ne font que ça, je sais pas pourquoi on entend beaucoup parler d'hommes, mais toi en fait c'est pareil. T'as toujours cru que c'était possible, c'est ça que tu voulais faire et t'as fait ce qu'il fallait t'as travaillé. Enfin, ça demande beaucoup de boulot d'y arriver, y a rien à faire. Ouais. Tu as toujours cru que ce soit ton métier? Alors, non, j'y ai pas toujours cru. Ce serait un peu facile de dire ça. Par contre, moi, j'ai une philosophie de vie, je veux pas avoir de regrets. Donc, j'ai ce côté un peu pugnace, où je me dis, bah, tu fais tout pour que ça marche. Donc, en effet, tu t'entoures de bonnes personnes,
tu écoutes les critiques, tu apprends, et j'ai encore plein de choses à apprendre. Et voilà, donc tu écoutes les conseils qu'on te donne, d'auteurs aguerris, de lecteurs, d'éditeurs. Fort de tout ça, bah, tu améliores ton écriture, tu proposes d'autres histoires, tout en restant toi-même, hein, il faut que ça reste ton style. Et je me dis pas de regret. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis contente parce qu'en effet, chaque année, il se passe des jolies choses dans ma vie d'auteur qui m'encouragent à continuer et qui me laissent penser qu'il y a en effet un lectorat et qu'il faut que je continue dans cette voie. Par contre, si demain, ça marche moins bien ou ça marche plus, je me dirais, bah tant pis, c'est comme ça, t'as pas trouvé ton lectorat, mais il n'y aura pas de regret à avoir parce que tu as tout fait pour. Donc c'est plutôt comme ça que je vois les choses. C'est me dire, pas de regret dans ta vie, si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, bah avec le recul, tu seras pas obligé de te dire, eh bah, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci, et c'est que ça devait pas marcher. Vous voyez? Donc voilà, mais en effet, je trouve que dans ce métier-là, et je le dis souvent aux jeunes auteurs qui débutent, ça ne se fait pas en un jour. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'écoute. Il faut savoir rester humble, bien s'entourer et persévérer. Persévérer. Pour moi, c'est vraiment le mot-clé. Ça se fait pas en un jour. Pareil que pour la boîte, finalement, on a plein de points communs. Exactement. Je vous propose de parler de ce livre. Je note vos questions au passage pour tout à l'heure. J'ai une première question pour le livre. Elle va te renverser, tu as l'habitude, toi, par son incroyable originalité. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce roman? Comment te croire? Quel en serait le pitch si j'étais un producteur audiovisuel, par exemple? Je plaisante. Alors, comment te croire? En fait, ça raconte surtout l'histoire d'abord de Jean Baguen. Donc, c'est vraiment le personnage principal. Jean Baguen, il a à peu près une soixantaine d'années. Il est à la retraite et il a passé toute sa vie en tant que flic. D'accord? Mais il a terminé sa carrière au sein de l'ORCVP, qui est en fait le nouveau service qui a été créé à Nanterre, qui gère tous les cold cases. Donc, tous les cas qui n'ont pas pu être résolus dans les années qui ont suivi, par exemple, une disparition inquiétante. Et donc, Jean Baguen a consacré toute sa vie dans ce milieu-là. Et à 60 ans, donc il quitte l'ORCVP. Pour lui, c'est pas facile. En plus, il part avec un dossier qui lui tient à cœur, qui est l'histoire de la disparition d'Alice Bastide, d'une jeune adolescente qui a disparu en 2015 à Franconville, alors qu'elle se rendait tout simplement en bus à son lycée. Et Jean, donc à la retraite, part avec ce dossier sur le bras, mais il apprend aussi, pas de bol, qu'il est condamné. Voilà, il n'était pas bien, il est allé voir des médecins, il a eu plusieurs contre-avis, et on lui apprend, donc ça c'est dès le premier chapitre, qu'il a un cancer incurable, et qu'en gros il lui reste très très peu de temps. Hein. Les médecins sont très très clairs avec lui, on ne peut pas le soigner, on peut seulement soulager sa douleur, et il lui reste quelques semaines. Et en fait, Jean se dit, bah voilà, bah moi je le sais, donc j'ai deux choses à faire dans ma vie, est-ce que je veux partir de manière sereine, je veux résoudre ce dernier cold case, et il faut que je fasse place nette, que je sois pardonnée par ma famille. Donc il veut se rapprocher de sa famille. Donc Jean fait le bilan un peu de sa vie personnelle, il réalise qu'il a été veuf assez jeune, qu'il a qu'une fille qui s'appelle Florence et que Florence a 2 enfants. Donc lui, il a 2 petits-enfants. Et Jean décide en fait de se rapprocher de ses petits-enfants et de se faire pardonner de sa fille de son absence de père, hein, quand il s'en occupait. Et en fait, ça va être génial parce qu'en fait, c'est un roman policier, mais en même temps, on va suivre cette relation familiale qui est pas simple, mais où il y a beaucoup d'amour quand même, beaucoup de pardon. Et ce qui va nous intriguer, et c'est là l'originalité du roman, c'est qu'en fait, il y a la petite Célia, qui est notre deuxième héroïne, et c'est une petite héroïne qui n'a que 6 ans, ce qui est assez rare dans le polar. Et Célia fait des cauchemars, depuis qu'elle est toute petite, qui sont assez impressionnants, hein, qui sont pas faciles à vivre, mais qui en même temps l'empêchent pas d'avoir une vie normale, c'est-à-dire c'est une petite fille bien dans ses baskets, qui est en CE1, qui a plein de copines. Donc c'est pas non plus oppressant au quotidien, mais c'est impressionnant pour la famille qui l'entoure. Et en fait, Célia se rapproche énormément de son grand-père et va commencer à faire des rêves de cette fameuse jeune fille disparue. Et on n'en dira pas plus. Voilà. Et voilà. Et donc c'est un polar qui est un peu différent parce que justement, il y a vraiment cette relation grand-père-petite fille qu'on n'est pas habitué à voir dans du polar. Et quel bonheur. Mais ça rejoint ma prochaine question. Pourquoi avoir fait le choix d'un chef de groupe à la retraite?
Alors en fait, bon, c'est un peu moins drôle, mais donc à l'époque, quand j'ai commencé à écrire Comment te croire, donc je venais de perdre ma maman, qui elle-même était décédée d'un cancer assez foudroyant, et je pense que j'avais besoin d'aborder ça dans mon roman. Donc j'avais besoin d'une personne à l'aube de sa vie. Euh, et le retraité me convenait pas mal parce que ça me permettait en fait d'aborder le roman, mais sans suivre la procédure policière, vous savez, au jour, à la journée. On n'était pas dans un cas de flagrance, on pouvait prendre son temps. Et comme Jean est à la retraite, il va faire une enquête complètement informelle, à sa manière, sans suivre la procédure. Donc pour moi, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, justement, d'amener cette enquête sans suivre vraiment le côté carré avec le juge d'instruction qui est derrière ou le procureur qui vous met la pression au quotidien. Donc là, ça me permettait de poser mes personnages, poser l'intrigue en douceur et quand même de suivre l'enquête, mais à mon rythme. Et Donc ça a été Foumette évident. qui nous dit cette histoire m'a tellement ému. Il y a des thèmes forts hein, dans cette relation grand-père, petite fille, et puis aussi avec sa fille, Florence, parce qu'il y a des choses dans l'histoire passée qui ont de l'impact, et donc quand on voit la fin arriver, on essaye de régler certaines choses. C'est pas évident. C'est très complet parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie privée et dans la vie professionnelle, on va en parler tout de suite après. Tu le disais, en fait, ce personnage, il est omnubilé par la disparition d'une adolescente, Alice Bastide. Ça t'arrive aussi, toi, en tant que romancière, d'avoir des personnages ou des histoires qui ne te lâchent pas? Parce que clairement, lui, cette histoire-là, ça le lâche pas, et, euh, et en dehors des sentiers policiers, il mène son enquête, il lâche pas l'affaire. Il lâche pas Ouais. l'affaire. Est-ce que ça t'arrive, toi, en tant que romancière, sur des personnages ou des histoires? Alors moi, je dirais que ça m'arrive en ce moment sur un personnage que les gens connaissent sûrement, qui est Pauline Carrel, qui est mon avocate pénaliste redoutable qu'on voit dans 3 romans et qui prend beaucoup de place, Pauline. Parce que c'est une femme, donc un personnage très torturé et en même temps très attachante. Et en fait, je sais que les lecteurs me la réclament pour mes prochains romans, mais ce que je leur dis, c'est que j'adore Pauline, mais elle prend tellement de place dans les histoires, qu'en fait, c'est au détriment de l'histoire, limite. Donc, quand j'ai envie d'aborder un thème important dans un roman, si le personnage prend trop de place, on passera à côté de l'histoire. Donc j'ai du mal aujourd'hui à temporiser cette Pauline qui est vraiment là, qui prend beaucoup de place, et à me dire comment je vais réussir à la... J'aimerais la faire revivre, mais je ne sais pas comment trouver le thème qui sera vraiment en adéquation avec sa vie à elle, pour que les deux soient vraiment ensemble dans l'histoire. Donc, passant, c'est une vraie torture d'esprit, parce que je l'aime beaucoup, cette Pauline, j'ai encore pas mal de choses à raconter avec elle, mais elle efface tout le monde autour. Donc c'est pas facile. Donc en effet, elle me bouffe, ouais. Elle Mais dans le attend bon... sagement Voilà. que à son tour, probablement. On en parlait, la retraite, c'est aussi le moment de faire un bilan, on le disait. Tu le vois comment, toi, ce moment charnière? C'est quelque chose qui te trotte dans la tête, que tu as vu, dont tu avais envie de parler. Je sais, tu fonctionnes au thème, au grand thème qui t'intéresse, qui capte ta curiosité. Est-ce que est-ce que c'est ce moment charnière qui t'intrigue parce qu'il se passe plein de choses dans à ce moment de la Oui, retraite? oui, alors il n'y a pas que la retraite, mais je pense qu'il y a des étapes dans ta vie où en effet, bah, tu fais pause. Et puis tu dis, ok, donc là j'ai tel âge, j'en suis là, ou mes enfants en sont là, ils vont bientôt quitter le nid. Euh, Est-ce que tu es heureuse de tout ça? Comme moi, je sais que ce que je me dis là, moi j'ai beaucoup fantasmé ma vie de femme quand j'étais petite fille. J'avais hâte de grandir. Donc quand j'avais 10 ans, 12 ans, je me disais, ah, mais j'ai hâte de me marier, j'ai hâte d'avoir des enfants, j'ai hâte d'être une femme active. Et je m'étais complètement imaginé ma vie, qui au final, sur certains points, correspond à mon fantasme de 10 ans, et sur d'autres points, moins, ou limite mieux, donc je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que je trouve que le temps passe très très vite, et de plus en plus vite. Là, je vois mon aîné est en seconde, donc je sais que dans 2 3 ans, il va quitter le nid pour faire ses études supérieures. Et psychologiquement, je suis pas du tout prête à me dire que mon premier enfant va quitter le nid. Mais alors pas du tout. Parce que pour moi, c'est une vraie étape de vie. Euh, je sais pas. Et aujourd'hui, voilà, je me dis, t'en es déjà là. Voilà, t'en es déjà là. On est déjà à te dire, je vais laisser mon premier enfant partir. Et tout ça, en effet, bah, te fait poser tes questions et tu te dis, bon, ok, la vie de maman va vouloir qu'en effet, lui aussi, il va falloir qu'il vive sa vie.
mais il va falloir que tu le laisses libre, pas que tu le fasses culpabiliser, parce qu'il a besoin de devenir adulte. Donc, est-ce que toi, tu vas être suffisamment heureuse dans ta vie en parallèle pour que ça se passe bien? Donc, en fait, tu fais un bilan sur ta propre vie à toi et savoir si, en effet, tu es épanouie en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'auteur. Et ça te fait réfléchir. Et donc, c'est vrai que je pense que la retraite fait partie des étapes qui vont arriver après et où tu vas te dire, bah, quand cette étape-là va arriver, est-ce que tu vas te dire, j'ai une super vie, maintenant je suis cool, ou au contraire, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, j'ai des milliards de choses à faire. Et en fait, ce qui m'intéresse, quoi, ce qui me fait plaisir, ou ce qui m'interpelle, c'est que aujourd'hui, quand je rencontre des lecteurs qui sont retraités, j'ai vraiment deux cas de figure. Tu as le retraité qui a une vie à 250 à l'heure, qui te dit qu'il a limite même pas le temps de lire un bouquin, tellement il court partout, il fait du sport, du vélo, des voyages avec des copains, et franchement, ça donne envie. Ou au contraire, t'en as beaucoup plus posés, qui au contraire lisent beaucoup, parce que souvent ils prennent le temps. Ouais, je sais pas, c'est amusant, t'as vraiment les deux cas de figure, et je me dis, et moi je serais comment? Moi personnellement, je pense que je continuerai d'écrire, mais un peu, tu sais, comme Daniel Thierry, qu'on connaît Mhm. tous, qui s'est reconstruit une vie d'auteur après sa vie de flic et de commissaire, et moi je trouve ça génial. Et moi, je me verrais bien, pareil, à 70 ans, continuer à faire des salons, être à mon 20e bouquin, m'éclater avec les jeunes, avec les jeunes auteurs qui seront arrivés entre-temps, qui me prendront pour la grand-mère du salon, mais ce serait génial. Quoi, moi, je me verrais bien comme ça. En même temps, t'es une grand-mère, future grand-mère qui était sur Twitch, et ça va les impressionner. Voilà, t'as Anita nous raison. dit, c'est ce que je me disais, puis on s'y fait avec le premier qui part, qui quitte le nid. Par contre, quand le deuxième partira, on se retrouve comme deux couillons. Ça- Ouais, c'est vrai. oui. Et puis Kiko, ben, ça parle évidemment ce que tu dis, mes parents sont comme ça, il n'y a plus moyen de trouver le temps de les voir tellement ils font de choses. Ce sont des Génial. thèmes évidemment qui touchent, hein. Je le disais, on est vraiment au carrefour de la vie privée, de la vie professionnelle dans ce livre avec ce personnage de Jean. Et je me dis, ces deux vies qui s'entrechoquent, c'est un terrain de jeu amusant, ça, pour quelqu'un qui écrit des livres, de pas rester que dans le milieu professionnel du flic qui est dans sa carrière, qui très souvent a un problème d'alcool, très souvent est un peu seul. Ici, on est justement avec une famille, il y a du privé qui s'intercale. C'était amusant de faire ça dans ce livre. Bah, en fait, c'était une nécessité. Pour moi, c'était une évidence, ce qui était peut-être moins le cas dans les autres romans. Mais je sais pas ce que ça veut dire ça, mais Non, non, c'est non, c'est pour... Les Chroniques du Polar nous dit qu'il viendra te voir dans les salons en déambulateur. Et ça me fait beaucoup rire. ah, c'est gentil ça. Et donc, j'imagine la scène, on sera tous là, ouais, on va tous être Ouais, là, ouais. ça va être drôle. Non, mais bien sûr, on continuera à se voir. Mais non, non, c'était une évidence. Et puis je pense qu'en effet, bah, voilà, comme je disais, Comment te croire est comme un roman très personnel, où je vais quand même aborder justement la fin de vie, comment l'entourage le vit, comment la personne qui sait qu'elle va partir, vit ça aussi. Et en fait, je l'avais vécu avec ma maman, et j'avais besoin de le retranscrire. Et donc, c'était une évidence que la vie personnelle allait prendre beaucoup de place. Après, ce que je trouve, c'est qu'il y a un équilibre. Donc, il n'y a pas que ça. Sinon, ce serait un roman, ce serait plus du policier. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que tu suis en effet le côté très personnel, mais en même temps, tu as l'enquête policière qui est là aussi pour garder ce côté suspense, rebondissement, qui pour moi est important. Ça me fait rire, on dirait que t'as Mais- fait les questions à ma place et que tu fais mes transitions, mais c'est... En fait, je vais aller faire un tour et tu gères. Oh, c'est super pratique. je vais faire mon truc, mon pitch, Ah, nickel. mais je t'en prie. Ah, ah, c'est gentil. Non, non, mais c'est vrai que je l'avais vraiment vécu comme ça. Mais il fallait qu'en effet, quand même, que la place personnelle prenne de la place, parce qu'il fallait que les gens comprennent. En fait, je pense que même des dialogues qui peuvent paraître sur le moment anodins, en fait, renforcent pour la suite, même pour l'enquête. Moi, je sais pas, pour moi, c'était un tout. Je l'ai vécu comme ça. Je t'avoue que mon éditrice, la première fois qu'elle a vu le texte, elle a eu très très peur. Elle a hésité à le prendre, parce qu'elle s'est dit justement, c'est pas du Petroni Rostani habituel. Elle m'a dit, c'est quand même des thèmes très lourds. Euh, je sais pas si le lecteur va adhérer. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie de le faire. C'est important pour moi. Et si j'y mets mon cœur et que les gens le ressentent, je pense que le lecteur comprendra et adhérera à l'histoire, même si certains passages peuvent paraître plus ou moins rationnels. Il adhérera quand même parce qu'il comprendra pourquoi j'en suis en arrivée là. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu toi en tant que lecteur, mais
Voilà, je me suis Moi, dit quand même, les gens déjà, comprendraient. il y a une chose. Je... En général, c'est pas mon rôle de chroniquer, mais je m'en fous, je vais quand même le faire un peu. Mais c'est réjouissant, ne serait-ce que ça, de se dire qu'à une époque où il y a beaucoup d'étiquettes sur les livres et où souvent on dit il faut rentrer dans les cases, dans les choses habituelles que les gens attendent pour que le livre sorte, en fait, tout simplement. Et bien, je me suis dit en lisant ce livre, t'as fait ce que tu voulais, et rien que pour ça, j'étais déjà content, parce que ça se Ah, sent, t'as fait ce que tu voulais, et en plus ça marche. C'est aussi ouais, simple que ça, parce que je pense qu'on se trompe en se disant que les lecteurs ne sont pas des gens curieux qui seront perturbés si tu changes un tout petit peu tes habitudes du livre d'avant. Franchement, quand c'est son métier, ou même quand ça l'est pas, on s'amuse, on a des choses à dire qui sont peut-être pas les mêmes choses que le livre précédent, et moi je trouve parfois les éditeurs un peu frileux sur voilà, nous écouter en fait, et se dire, nous on se fait confiance, faites-nous confiance, faites confiance au lecteur. C'est ça que j'ai ressenti aussi dans ce livre. J'ai lu les précédents, j'ai lu celui-là, et je me suis dit, c'est une histoire parmi d'autres, et c'était celle que tu avais envie de livrer à ce moment-là, de cette manière-là, et elle est très 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 réussie, vraiment. Au passage, âgé ne veut pas dire croulant, on est tous d'accord, hein, on le disait avec ouais. ces personnes plus âgées qui sont hyper actives, on en connaît Ah oui, oui. les parents de Kiko et tout. Donc on ne sera pas tous croulants dans les salons parce que... Ah bah non. Mais c'est une activité qui est très très chouette, l'écriture, parce que, en tout cas, je sais pour en avoir parlé, c'est un autre sujet, mais parfois les yeux posent problème ou les articulations quand on a des problèmes, mais c'est une activité a priori qu'on peut faire très longtemps, et vous avez des gens comme Stephen King qui, euh, qui Ouais. continuent à écrire des tas et des tas de livres. C'est une activité qu'on peut faire très très longtemps, même quand on est moins sportif ou quand on commence à prendre de l'âge, et c'est cool, on peut se dire que il n'y a pas de pension pour Petronia Ostania. Elle va faire Non, ça mais j'espère pas. jusqu'à quand ce ne sera plus possible. On parlait de ce côté enquête qui est super important. On a un peu Ouais. parlé de la vie privée, mais pourquoi avoir opté pour un cold case? Donc ces affaires froides, mises au frigo ou pas vraiment. Qu'est-ce que tu aimes dans ce type d'enquête? Alors en fait, bon, moi j'écoute beaucoup de faits divers, donc ça me nourrit. Et en fait, je trouve que dans les articles de presse en ce moment, ou dans les chroniques criminelles qu'on entend dans les podcasts, ils évoquent énormément justement de cold case. Et en fait, moi, ce qui est frustrant dans le cold case, que tu entends souvent à la radio, c'est que justement, il n'est toujours pas résolu. Donc, t'as des histoires comme ça qui nous tiennent tous à cœur, on a hâte de connaître le dénouement, et on les a toujours pas. Et en fait, bah, tu vois, je te cite par exemple Xavier Dupont de Ligonnès. Même si on a tous des théories, qu'on se dit tous qu'il est peut-être mort, etc., ou au contraire qu'il est parti au bout du monde, quand moi personnellement, avant de mourir, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Euh, Pareil pour le petit Émile. Euh, T'as des théories qui partent dans tous les sens. Est-ce qu'il est parti tout seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu l'action d'un homme derrière? Est-ce que c'est un accident malencontreux et triste, mais qui peut arriver à n'importe qui? Voilà. Et ça pareil, on a envie d'avoir les réponses. Et donc moi, j'aime bien ce côté cold case. Et en fait, je trouve que justement, ce nouvel organisme qui a été créé à Nanterre, donc l'ORCVP, n'apparaît pas encore beaucoup dans les romans. Ou en tout cas, c'est pas la place majeure. Et justement, bah, pour être un peu plus original, pour moi-même sortir de ma ligne de confort, parce que j'étais quand même très 36 quai des Orfèvres, jusqu'à maintenant, ou le Bastion aujourd'hui, très brigade criminelle, je me suis dit, bah, c'est aussi sympa d'aborder une enquête d'une manière différente, dans un nouveau service qui n'est pas spécialement connu, hein, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches pour les bureaux, combien il y avait d'hommes derrière, un peu le procédure derrière, quoi, comment Tu ça as se fait comment passait. les recherches? Tu as pu aller sur place, rencontrer des gens? Ça se passe comment? Non, non, hélas non. Après, tu as beaucoup quand même ce qui est bien sur Internet, c'est que tu as beaucoup de reportages, tu as beaucoup de témoignages, et puis tu écoutes aussi les témoignages des familles qui, eux, le vivent au quotidien. Et en fait, tu as le ressenti aussi de la famille des victimes qui t'explique comment ils ont été accueillis, comment est né ce service, et aussi surtout la difficulté que leur dossier soit accueilli par le RCVP. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont débordés, mais débordés de dossiers qui arrivent, qui sont pas assez nombreux et qui sont obligés d'en refuser. Et en fait, pour les familles, c'est une vraie bataille, ne serait-ce que déjà que le dossier soit repris par le RCVP. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. Mais ne serait-ce que cette étape est déjà un vrai challenge pour les familles. Et tout ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, je me suis vraiment intéressée à ça. Et ça permet justement, l'ORCVP, ils ont du temps. De toute manière, les enfants ou les corps ou les cas datent de temps en temps de 20, 30 ans. Donc, si on n'est plus à une semaine près.
Donc, ils ont le temps de creuser, c'est une relecture du dossier, les techniques scientifiques ont évolué, parce que c'est vrai que ce qu'on se faisait dans les années 80 et dans les années 2020 n'ont rien à voir. Donc, tu as une espérance pour les familles. Et donc, tout ça est passionnant, justement, de revoir l'enquête de manière différente, avec un regard neuf. Et c'est ce que je voulais aborder, justement, dans ce polar, pour changer un petit peu de ce que je faisais jusqu'à maintenant sur l'enquête de flagrance. Pouf, 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 il y a du sang partout, on fait des prélèvements ADN. Là, t'as rien. Donc c'est ça qui est aussi sympa dans cette enquête, c'est que tu vois, là, ils partent, par exemple, si on part du cas Bastide, à Nice, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de vêtements. Euh, ils ont trouvé très peu de choses. Donc voilà, bah, tu as la téléphonie qui peut aider, tu as l'entourage qui raconte un peu ce qui s'est passé dans les derniers jours, mais ça reste très... comment dire, tu pars vraiment sur pas grand-chose. Et je me dis, moi je suis admirative de ces enquêteurs qui te disent, il faut quand même avoir la niaque et l'envie d'y croire, alors que tu pars sur très peu de choses, très peu d'éléments, et tu as beaucoup de souffrance derrière des familles. Et donc c'est vrai que quand on te dit souvent quand tu fais des recherches sur l'ORCVP, pour y entrer, t'as vraiment une sélection très importante, parce qu'ils sont obligés de prendre des gens qui ne se découragent pas. Sinon tu ne peux pas faire ce métier. Donc tout ça, c'est un peu, tu vois, c'était hyper intéressant dans mes recherches, et donc j'ai voulu le retranscrire. Et des parents qui lâchent pas l'affaire non plus, même parce qu'ils veulent avoir des Ouais. réponses. Tu disais à Alice Bastide, il n'y a pas de corps, on sait rien ou très peu de choses. Donc les parents lâchent pas l'affaire et la police, du coup, ne lâche pas l'affaire non plus. Tu en parlais, mais Jean, il est atteint d'une maladie incurable. Ouais, Est-ce que tu voulais jouer sur le sentiment d'urgence qui nous ouais. pousse à tourner les pages toujours un peu plus vite, hein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au départ, je me suis dit, allez, c'est un style que j'aime bien lire, donc on profite. Et puis au final, on se dit, allez, j'ai envie de savoir la suite. Donc on commence à accélérer. Euh, mais il y a un sentiment d'urgence tout en étant dans un cold case où tu viens de l'expliquer, bah, très très bien. Ouais. On a le temps, ils ont le temps. Mais là, avec la maladie de Jean, il n'y a plus trop le temps. Tu Ouais. voulais jouer sur ces deux tableaux-là. Oui, je voulais jouer sur ces deux tableaux et puis je pense qu'en fait, Jean et tous mes personnages principaux dans mes romans me ressemblent. Et moi, je suis quelqu'un qui aime aller vite, dont la patience est compliquée. Tu vois, c'est pas ma qualité première. Et ce qui est amusant, c'est que je pense que même en voulant inconsciemment aller lentement, ben, j'y arrive pas. Donc, en effet, je pense que le Jean qui, en effet, sur le papier, avait le temps, ne l'a plus. Et je pense que ça me correspond, en fait. Mhm. Et en fait, mes personnages me ressemblent beaucoup. Donc, ce Jean, il a cette envie, il a cette niaque. Et puis en même temps, ce que j'ai envie de dire aussi en ce roman, c'est que comme Jean a un objectif, même si c'est qu'il va partir mais qu'il a un objectif, bah, en fait, ça le maintient en vie, quoi, d'une certaine façon. Euh, Quand tu as un objectif, quand tu as un but, ça aide aussi. Tu vois, ça l'oblige à se lever le matin. Il pourrait essayer de dire, bah, maintenant je suis condamné, il ne se passe plus rien dans ma vie, je fais plus rien. J'attends. Mais non, Jean, c'est un combattant. Et il a des choses à faire. Il sait qu'il a un objectif dans la vie avant de partir, qu'il a des choses à régler. Donc il a au fond de lui cette urgence. Et c'est ça qui est sympa, parce qu'en fait, au final, tu te dis que par rapport aux thèmes qu'on parle, qui peuvent paraître lents, eh ben, tu as toujours cette patte de Petroni Rostagna, où chapitre court, rythmé, et ça pulse. Toujours. Et c'est ça, quand enfin, j'ai compris, j'avais vu avant, je, tu n'es pas la personne que j'attendais sur du cold case. Et tu es Non. arrivé à mettre du rythme dedans, c'est beau parce que c'est malin, c'est très malin en fait ce que tu as fait, et ça marche très très bien, c'est de créer cette urgence-là. Euh, Beaucoup d'empathie pour tes personnages, et en particulier Jean Paguen. Comment tu l'as créé? C'est un mix de gens que tu connais, c'est quelqu'un que tu connais, c'est un personnage vraiment inventé de toutes pièces en fonction de thèmes, de choses dont tu avais envie de parler. Comment tu l'as créé, Jean Paguen? Non, non, vraiment, Jean, je l'ai créé comme ça. Alors, je pense qu'il y a peut-être un peu de ma maman derrière, même si au final, c'est pas passé comme ça, parce que Jean Baguen a quand même pas mal d'énergie, ce qui n'était pas le cas, moi, pour ma maman. Mais je sais pas, je pense que ouais, c'est un mix de moi. Justement, ce côté combatif, avoir toujours un objectif dans la vie, quoi qu'il arrive, même si tu sais que c'est la fin, de pas se laisser aller. Euh, je pense ouais, que, en fait, je sais pas comment dire, c'est amusant parce que Jean, pour moi, est une évidence. En fait, j'ai même pas l'impression que je l'ai créé, c'était facile de l'inventer, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire mon roman, le fait qu'il fasse partie de l'ORCVP, ça a été une évidence. Bon, le cancer, c'était une évidence. Ça, j'avais besoin de parler de ce thème-là. Donc, évidemment, il fallait que ça sorte. Mais je sais pas, je l'ai vraiment créé. En fait, je me suis mis à sa place. Et je me suis dit, bah, moi, si j'étais Jean, voilà comment je réagirais par rapport à ma fille.
voilà comment je réagirais par rapport à mes collègues de l'ERCVP, voilà comment je réagirais par rapport à ma petite fille. Donc en fait, je pense qu'il y a inconsciemment beaucoup de moi dedans. Mais j'en ai pas conscience quand je l'écris. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer. Avec le recul, je te dirais oui, mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Et tu disais, fallait que ça sorte, ça fait du bien. Ça sert aussi à ça, les livres? Quand on les lit Bien ou quand on sûr. les écrit, ça fait du bien? Oui, ah bah oui, je pense que c'est un exutoire. C'est un exutoire sur plein de sujets. C'est un exutoire, même de temps en temps, je m'amuse à dire sur la violence que tu peux avoir en toi, ou la colère que tu peux avoir en toi. Bah, au mieux de l'exprimer concrètement, tu vois, comme ça. Moi, je dis, en fait, il y a des gens, bah, quand ça va pas, tu vas courir, tu vas faire de la boxe, tu vas te mettre à danser, quoi. Chacun a sa manière de faire. Bah, moi, j'écris. Donc, pour moi, c'est ça. Je pense que ma colère, mon énervement, au fond, que j'ai peut-être au fond de moi, en fait, je le sors dans les livres. Et ça fait un bien fou. Et tu vois, cette Pauline, je l'adore parce c'est quand même une avocate euh, qui fait plein de choses interdites que je pourrais pas faire moi dans ma vraie vie, mais à travers elle, je peux le faire. Et franchement, c'est jouissif, quoi, de le faire, tu vois. Et j'adore ça. Voilà, et là, je pense qu'en effet, bah, Jean Bagen, le cancer, la maladie, bah, je venais de le vivre. C'était encore très présent. Ça m'habitait et je pense que j'aurais pas pu. C'était soit j'écrivais pas de livre, soit je me faisais une année blanche, tu vois, pour reprendre tout ça, Mhm. soit j'écrivais sur le thème. Voilà, c'était en fait, je pense qu'à à ce moment-là de ma vie, j'avais pas vraiment de choix. C'est soit tu te laisses une année blanche parce que tu peux pas écrire et tu passes à autre chose et tu te reconstruis, soit au contraire, tu craches, tu craches, tu craches, tu craches, tout ce que tu ressens. Et je pense qu'en final, j'ai ressenti ce besoin de le dire, de l'écrire, il fallait que ça sorte. Mais tu vois, ce qui est pas amusant, mais mon père l'a lu et il m'a dit ça a été dur. Et Mais il a aimé, il a j'ai beaucoup vu aimé. pas Il mal, a hein. beaucoup aimé. Ce sont des Ah, thèmes qui touchent plein de gens, hein, le cancer, la ouais. maladie. Et donc, ça rappelle des choses, ça rappelle des gens. Euh, Tu me demandais mon avis tout à l'heure. Il y a un côté dur, et en même temps, j'ai aussi repensé aux belles choses en me disant, tu vois, ces gens qui nous manquent, mais ils nous manquent pour des bonnes raisons, parce on était bien, il y a des beaux moments. Bah, il y a une part de moi, ça m'a fait plaisir quand même de retrouver ça. Mais ce sont des thèmes, ça m'étonne pas que ton papa ait eu aussi ben, une pointe de en lisant, c'est normal. Merci Ouais. beaucoup pour le follow à Luc. Et au passage, la maladie, oui, mais il y a aussi Célia, la petite fille de Ouais, Jean, on en ouais. parlait tout à l'heure, c'est un personnage important. Ouais, Ça m'a d'autant plus touché. ouais. Moi aussi, en fait, j'ai mis un petit bout de 6 ans dans mon prochain livre, donc ça m'a fait Ah, rire. génial. Je retrouvais pas du tout le même style, mais ça m'a fait rire. Mais ces cauchemars, ils bousculent la petite famille, hein, tu nous le disais Ouais. tout à l'heure. Les rêves, les cauchemars, terreur nocturne, c'est quelque chose qui te fascine? T'as fait des recherches ou... Oui, alors en fait, quand j'ai écrit, quand j'ai voulu parler de ça, en fait, je suis tombée sur le témoignage pendant mes recherches sur un jeune Américain qui s'appelait James et qui en fait, lui pareil, c'est un petit garçon dans une famille aimante, tout allait bien, mais il faisait énormément de cauchemars. Et en fait, il faisait toujours le même cauchemar récurrent et en fait, il rêvait qu'il était pilote de chasse et qu'en fait, qu'il se scratchait avec son avion. Donc c'était récurrent, il rêvait toujours qu'il mourrait dans son avion. Et en fait, au fur et à mesure qu'il a grandi, hein, parce que il a pu en parler, mettre des mots sur son rêve, donc raconter en détail. Et en fait, ce qui a perturbé les parents, au-delà de ce cauchemar, c'est qu'en fait, il a commencé à donner des détails très techniques sur la Seconde Guerre mondiale, sur les avions de la Seconde Guerre mondiale, sur la relation, le conflit entre les Américains et les Japonais, bah, que t'es pas censé savoir si jeune. C'est-à-dire qu'à 4 ans, t'es pas censé savoir lire, il n'était pas entouré au sein de sa famille d'une personne passionnée par la Seconde Guerre mondiale sur laquelle il aurait pu apprendre à force d'écouter. Donc les parents se sont énormément interrogés en se disant mais d'où vient cette connaissance? Et en fait, il y a deux choses qui les ont beaucoup interpellés. C'est que, un, ils ont fait un moment un musée d'aviation, ils se sont baladés en famille, tu vois, tu imagines une balade. Et en fait, le petit garçon a pu décrire toutes les pièces du moteur d'un des avions qui était là. Donc à 4 ans, tu te doutes bien que, et même quelqu'un qui adore ça, pour avoir cette connaissance-là, ça demande énormément de recherche, beaucoup de travail, beaucoup de documentation, beaucoup de lecture. Or, ce gamin avait tout ça comme un livre ouvert. Donc il était là, oui, alors ça c'est le moteur Intel qui va avec là, qui fait ci. Voilà, les parents ont halluciné. Et en fait, comme il a grandi, il a pu se dire à un moment, bon, en fait, je rêve de tel aviateur qui est mort tel jour, à tel endroit, à cause d'un japonais. Et le père, qui était très cartésien, qui croyait rien, qui disait mais d'où ça sort, a fait des recherches et a réalisé qu'en effet, cet aviateur avait bien existé, qu'il était mort à l'endroit où son fils le disait,
à la date que son fils lui disait, dans l'avion dans lequel lui se voyait mourir. Et j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré cette histoire, je me suis dit, mais c'est dinguissime. On y croit pas, qu'importe. Mais cette histoire m'a interpellée. Et je me suis mis à la place des parents. Je me suis dit, mais moi, si mes enfants faisaient ce genre de cauchemar, comment je réagirais? C'est pas facile de prendre ça de plein fouet. Quand c'est pas tes valeurs, quand c'est pas ta culture, quand c'est pas ta religion. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches. Et en fait, j'ai été impressionnée par les témoignages d'enfants qui font des rêves de soi-disant d'une vie antérieure. Après, tu prends pas. Ce que je dis dans le bouquin, le but, c'est pas de convaincre les gens. À la base, moi, c'est pas ma religion. Moi, j'ai été éduquée dans une famille très catholique. Euh, et donc, c'est pas spécialement ce qu'on nous inculque dans nos valeurs, dans notre religion. Mais j'ai adoré ce principe. J'ai adoré ça. Et je me suis dit, tiens, je vais titiller le lecteur avec cette histoire. Et en fait, ce qui est sympa, justement, ce qu'on disait, c'est que selon les personnages, bah, tu as des personnages qui vont adhérer, qui vont essayer, en tout cas, qui vont essayer de comprendre, qui vont accepter ça, et d'autres, comme les parents de Célia, qui vont avoir beaucoup de mal. Et en fait, je pense que c'est ça qui est sympa dans ce roman, c'est qu'en fait, tout le monde se reconnaît à travers un personnage. Soit t'adhères et tu vas te reconnaître à travers Jean, soit au contraire, t'adhères pas et tu vas te reconnaître à travers le père. Donc en fait, quelle que soit ta philosophie de vie, dans le livre, tu vas pas te rejeter, ton idée ne va pas te rejeter. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que les gens aiment bien, c'est qu'en fait, tu as le droit dans ce bouquin, quand on ne t'impose pas l'idée, tu as le droit de ne pas y croire, mais tu as le droit d'y croire aussi. D'où le titre en fait. Voilà, Comment te croire? Voilà. En parlant de gens qui aiment bien Zut Rezut, c'est grâce à la boîte que j'ai découvert Petroni suite à l'interview de ce jour. Je vais encore dépenser mes sous dans l'achat d'un bouquin. Et oui, qu'est-ce que tu veux, Zut Rezut? Désolée. Comme ça. Non, je suis même pas désolé en fait. Je suis plutôt ravi pour Zut Rezut. Tu as passé un bon moment. Au passage, merci beaucoup, vous êtes très nombreux ce matin avec nous et ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour le chin-chin, Fanny. J'en ai besoin. Je change de tasse. Je prends. Ah bah tiens, moi aussi je vais faire un petit café. À papa, coucou. Le chin-chin, c'est important, surtout quand on fait 10 heures de live. Ah bah tu m'étonnes. Tu disais, et c'est quelque chose. T'as fait des recherches sur ces cauchemars, sur ces informations que la petite fille de 6 ans, Célia, ne devrait a priori pas connaître. Ça pourrait arriver à tous les parents, d'après toi, à tout le monde, à tous les gens qui nous écoutent. Oui, alors en fait, quand tu fais des recherches sur ce thème-là, sur le fait de faire des cauchemars d'une possible vie, on ne sait pas, tu as énormément de témoignages partout dans le monde, et quelle que soit la religion, d'accord? Donc ça, c'est passionnant. Et en fait, c'est aussi ce qui est passionnant dans tes recherches, c'est que tu réalises qu'en fait, les cauchemars, avec l'âge, s'atténuent et disparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, le fameux James, qui lui a vécu beaucoup à travers ses cauchemars, soi-disant sa vie passée d'aviateur, à partir de 12 ans, place nette. Terminé, plus rien. Et en fait, quand tu en parles, quand tu lis des articles de psychologues qui s'intéressent à ce cas, qui ont essayé de comprendre, en fait, ils ont réalisé, et en même temps, je trouve que la nature est bien faite, qu'en fait, souvent, les gens qui font des cauchemars de leur vie passée, c'est souvent parce que la vie passée s'est terminée de manière très violente. D'accord? Donc, c'est pas une mort douce. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cauchemar, parce que c'est souvent des rêves difficiles à vivre, parce que c'était une fin difficile. D'accord? Et en fait, donc, et au fur et à mesure, donc, tu peux imaginer que l'âme, après on n'y croit pas, se réincarne dans un autre petit enfant des années plus tard. Cet enfant a quand même des séquelles de ses blessures passées, mais en même temps, on va lui permettre d'avoir une vraie vie à lui. Et donc, en fait, à partir d'un certain âge, vers 10-12 ans, ils oublient. Et en fait, c'est comme si vous faisiez place nette, et en fait, tu redémarres à zéro. Et là, on te permet d'avoir une nouvelle vie, avec des nouveaux parents, une nouvelle carrière, une nouvelle façon de vivre, et qui te permet peut-être de pardonner ce que tu as fait avant, ou d'avoir une deuxième chance dans ta vie pour avoir une plus jolie vie. Et ça, c'est amusant aussi de te dire, tu ne vis pas en permanence avec ce passé. James, aujourd'hui, je crois que c'est un jeune homme qui doit avoir plus d'une vingtaine d'années, qui s'intéresse plus du tout aux avions, qui est passé complètement à autre chose, et tant mieux. Voilà, ça a été une étape de sa vie petit, et aujourd'hui, il fait plus de cauchemars. Et ça, il part, il va se construire, il va devenir papa, il va faire sa vie de femme, sa vie d'homme, et c'est parfait. Et c'est très intéressant d'avoir tout ça, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Eh ben, je suis bien d'accord. Et il y a une chose qui me passionne, c'est ce temps qui passe. Je ne l'ai pas vu passer. Tu sais que ça fait presque une heure. En fait, si les 10 heures se faisaient comme ça,
J'aurais pas l'impression qu'on a fait un marathon. Oh bah ça me fait plaisir. On pourrait te garder 10 heures. Je sais pas ce que vous en Ah bah c'est pensez. gentil. Bon, Mais je à sais mon pas avis, si c'est un mur, tu vois, faudra plus de café pour tout le monde. Voilà, Mais t'as plus de non, c'est un vrai plaisir. Je zappe quelques questions au passage. Oui. On en reparlera la prochaine fois. Tes projets, c'est toujours important aussi de voir ce qui va Ouais. t'animer dans les prochains mois. Alors j'ai entendu Pauline, j'ai entendu éventuellement adaptation audiovisuelle. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous faire dans les prochains mois? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bah écoute, pas mal d'envie et pas mal de choses sur le feu. Bon, déjà, il y a le 9e roman. Donc ça, c'est la priorité aujourd'hui, qu'il faut que je rende pour le 1er juillet. Moi, j'ai une date butoir. Et moi, ça me va très bien. J'ai besoin d'avoir des dates pour me secouer un petit peu. Donc ça me va très bien. Donc là, je sais que là, à partir de lundi, c'est boulot, 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 écriture du 9e roman, qui est déjà écrit à peu près un tiers. Donc j'ai bien avancé. Mais il y a encore pas mal de travail à faire. Donc ça va être le projet numéro 1. Et en fait, en parallèle, oui, donc comme je le disais, le prix Cognac ouvre beaucoup de portes auprès des producteurs. Donc là, je suis en finalisation de signature pour une adaptation de J'aurais aimé te tuer en mini-série de 6 épisodes et qu'on va proposer à des plateformes. Et on m'a demandé en fait d'aider à l'écriture. Voilà. Donc je sais que à partir du moment où le contrat va être signé, je vais partir en écriture du scénario, aidée par un scénariste professionnel. Donc ça va me prendre beaucoup de temps. Et donc voilà, ça c'est un autre projet qui m'éclate, où je vais apprendre beaucoup de choses. Et il y a aussi Quand tu ouvriras les yeux. Lui, ça a déjà été signé, c'est déjà en cours d'écriture. Félicitations. J'ai déjà écrit la Bible. Donc c'est le fameux document commercial en fait qu'on écrit pour résumer son livre, donner envie aux réalisateurs et aux plateformes de le prendre. Donc là, on est en attente des retours de plateforme. Là, on a envoyé le document. Le producteur est en train de faire plein de rendez-vous avec des réalisateurs et des plateformes pour le vendre. Donc là, je suis en attente. Et là, pareil, bah, si ça part, je pars en écriture avec eux. Et c'est passionnant parce qu'en fait, on a déjà dû réécrire, tu vois, en gros, le squelette des 6 épisodes et on a énormément changé de choses. C'est impressionnant ce que tu changes dans ton roman initial et la version que tu proposes pour la télé. Ça n'a rien à voir. En général, on dit c'est très compliqué de travailler soi-même sur son roman En général, on confie ça à quelqu'un parce que c'est vraiment des projets très différents. On en parlera Ouais, peut-être un jour, on fera une table ronde là-dessus. C'est ouais. un sujet que j'aime bien, que je connais un peu aussi, donc on en parlera. Au passage, beaucoup de compliments, de remerciements pour toi d'avoir passé ce moment avec Ah, nous. merci. Il y a Luc qui aussi demande où vas-tu chercher tous les faits divers qui t'inspirent? Ça peut peut-être donner des idées aux gens qui aiment ça. Tu utilises des plateformes, autre Oui, chose? oui. Alors en fait, bon, je sais pas combien d'heures par jour j'écoute ou je regarde des séries. En gros, le matin, j'écoute à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie de podcast. Donc ça va être affaires sensibles, affaires criminelles, on de la raconte. Je varie un peu les plaisirs. Et en fait, je pense que inconsciemment, ça nourrit un peu sur la technique des enquêteurs, comment ils ont réussi à résoudre une enquête. Et de temps en temps, ça va être un micro détail qui peut paraître anodin dans le podcast, qui moi va m'interpeller et qui va me dire tiens, ça c'est pas bête, ça change un petit peu d'habitude. Voilà le chemin, par exemple, qu'apprennent l'enquêteur pour résoudre telle enquête. J'avais peut-être pas pensé à ça. Ça serait amusant d'exploiter. Pour je vais faire des recherches. Et je pense qu'en fait, inconsciemment, je me nourris énormément de faits criminels qui, à un moment, vont faire tilt dans ma tête. Après, beaucoup de séries, beaucoup de documentaires. Je trouve qu'il y a beaucoup de documentaires qui sont plus ou moins durs d'ailleurs à regarder sur des vrais faits réels, hein, qui sont résumés en images, où tu vois l'accusé, où tu vois les scènes de cour d'assises. Donc ça, c'est passionnant aussi. Tu peux avoir un peu le vocabulaire, tu vois un peu la procédure, le ressenti de la victime, de la personne qui est accusée, de l'avocat. Donc tu as plusieurs points de vue, donc ça aussi, je pense que ça te nourrit. Et puis après, je fais beaucoup de recherches. De temps en temps, je peux partir comme ça, je sais pas où je vais. Je peux taper tout simplement faits divers ou disparition. Et puis je vais lire, et je vais tomber sur quelque chose qui va m'intéresser et je vais en faire un roman, une histoire. Et beaucoup Voilà. d'histoires à découvrir bientôt. Il y a du boulot, hein. J'entends les projets, Ouais, c'est ouais, vraiment beaucoup du de choses à boulot. faire. Au passage, salut Christophe Tabar, bienvenue parmi nous. C'est passionnant les vies antérieures, nous dit Foumet. On garde Petroni pendant 10 heures.
Voilà. On va la laisser travailler, vous Bon, entendez là. je suis censée repartir avec mes enfants en voiture là pour rentrer à la maison, mais pas de souci, on va se débrouiller. Il faut acheter tous ces livres. Je ne connaissais pas Petroni, mais c'est sûr, j'achèterai bientôt un de ces livres. Bonne chance pour choisir lequel, j'ai envie de dire. Je confirme qu'il faut acheter ces livres. Merci pour la réponse. Et puis, salut Cyril, bon anniversaire à la boîte. Ça fait plaisir de te voir, on se voit dans quelques minutes. Oui, Cyril, je laisse la place à Cyril. merci beaucoup. En tout cas, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure ton passage parmi nous en ce beau samedi d'anniversaire pour la boîte. Que souhaites-tu nous dire? Eh ben déjà, un grand merci d'être aussi nombreux, d'être là, d'être fidèle à la boîte de Fred. Moi, je réalise aussi tout le travail que tu fais toi derrière. C'est grâce à toi que nous, auteurs, on a assez de visibilité. C'est pas facile, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de lecture. Donc déjà, un grand merci à toi pour penser à nous, pour penser à moi à chaque fois. À chaque fois, tu penses à me solliciter, ça me fait très plaisir. Merci de cette fidélité. Bon courage, je pense que je vais penser à toi toute la journée derrière ton micro à parler et je pense que tu pourras être très fier de toi ce soir quand tu vas te coucher en te disant j'ai été fou mais j'y suis arrivée et merci surtout à vous lecteurs d'être là, de prendre du temps aussi sur votre week-end, vous êtes peut-être en famille, pour prendre le temps de nous écouter, découvrir notre œuvre, découvrir nos recherches, découvrir notre imaginaire qui peut parfois paraître un peu dingue et d'être présent aussi sur les salons, dans les lives. Quoi, bref, moi, c'est toujours des moments que j'aime beaucoup. Moi, j'appelle ça des petites bulles de savon. Voilà, ces lives, c'est des petites bulles de savon. On prend un moment au calme. Chacun derrière son ordi et en même temps, on se sent très connecté à tout le monde. Et on prend le temps de discuter, chose qu'on n'a pas toujours le temps de faire en salon. Donc moi, j'adore. Donc merci beaucoup. Et puis, continuez à garder la boîte de Fred, encore pour 9 heures. Ce n'est que le début, il n'y a que du bonheur qui arrive. Non, 8. Ne À déconne 8 pas. heures. Oh, tu vas peut-être te rajouter une petite heure à la fin. Allez, Oui, tu à vas la friterie, oui, mais pas en live. Non, merci infiniment pour tes mots, ça me touche beaucoup. Et j'ai dit, un jour, je vais créer la carte de fidélité de la boîte, mais ça me fera plaisir de mettre plein de cachets sur ta petite carte de fidélité, parce que c'est toujours vraiment un énorme plaisir de t'écouter, de parler de tes livres. Et félicitations pour cette carrière qui ne fait que commencer, puisque t'es parti jusqu'à au moins, 90 ans, facile. Voilà, à peu près. On T'as parle dit quoi? là-dessus. 20 bouquins. Bah écoute, tout le monde a Voilà, hâte. plus d'un bouquin, facile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet Merci. anniversaire. On va passer à la suite. À très bientôt, Petroni. Merci beaucoup. Ciao. Et bon Bon travail. courage. Merci. Ciao.